Salut à tous, que pouvons-nous trouver aux sources de l'univers? Existe-t-il un code cosmique originel? C'est un nouveau numéro de Physique et compagnie. Qui dit Physique et compagnie dit bien sûr Patrick Draud. Comment ça va? Écoute, ça va bien, je te remercie. On est toujours très actif, Ouais. très speed, très intéressé par T'arrêtes des pas tas en fait, de sujets. c'est ça. Hein. T'arrêtes pas, tu voyages, tu bouges, tu fais des conférences aux quatre coins de la planète. Oui, on te demande, t'es une star en fait. Oh, écoute, les multiples cerveaux connectent à des choses étranges en fait, comme ça. Alors, je parle de conférence, on va se retrouver quand même, 31 mai, 1er et 2 juin, à Marignane, pour les rencontres du mystère et de oui. l'inexpliqué. T'as envie Oui. d'essayer l'expérience de mort imminente en réalité virtuelle, hein? Ah, je veux bien mourir virtuellement. Bon, en tout cas, si vous aussi... mais le terme du virtuel est important. Hein. Très. Oui, parce qu'on va pas vous arrêter cardiaquement réellement, hein, vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez réserver, en savoir plus, vous allez sur btlv.fr. Alors, le code cosmique originel, c'est important. Déjà, peut-on aller aux sources de l'univers? Parce que c'est la vraie question, elle est là. Patrick. Alors, bon, si tu veux, je crois qu'il faut vraiment en revenir un petit peu en arrière et revenir à la base peut-être de l'effet fondamental de l'univers manifesté, c'est l'être humain, c'est nous. Et donc, curieusement, pour vraiment comprendre ce code cosmique originel, qui est vraiment une découverte et une réflexion fondamentale, il fallait revenir tout simplement à la théorie holographique du cerveau. Alors, bon, d'abord, d'une manière simple, tu sais que l'hologramme, c'est l'une des inventions incroyables de la deuxième partie du XXe siècle. Je l'avais expliqué un jour. C'est un mathématicien américain qui s'appelle Dennis Gabor, dans les années 40, qui a trouvé le code mathématique de l'hologramme. Mais il a eu le prix Nobel pour ça, je crois en 1947 ou 48. Mais il a fallu attendre 3 choses pour vraiment créer ce qu'on appelle l'hologramme. Premièrement, il fallait la sophistication des calculateurs des années 40, qui était, tu sais, dans ton portable, c'était une usine avant. Oui, bien sûr. Ouais. Ensuite, il a fallu une invention géniale de General Electric, qui est le transistor. Je parle de la puce électronique en 1957. Et puis, il a fallu une autre invention extraordinaire qui est le laser. Et à partir donc de ces 3 choses, l'aspect mathématique de l'hologramme de Gabor, qu'on appelle les transformés de Gabor, et puis le transistor et le laser, on a pu construire les premiers hologrammes, donc ces images fantomatiques. Donc si tu veux, il y a une théorie qui a été émise dès les années 70 par un homme que je connais, que j'ai rencontré, et qui est un scientifique exceptionnel. Il était peu connu, sauf par les spécialistes en France, mais aux États-Unis, ça a été quelqu'un de considérable. C'est Karl Pribram. C'est qui? Alors Pribram, si tu veux, c'est un neurochirurgien américain. C'est un éminent scientifique du cerveau. On l'a appelé le Magellan du cerveau, parce que c'était vraiment le découvreur. C'est un psychologue, c'est un philosophe, et il a été un pionnier de recherche, de la recherche sur le cerveau limbique, les lobes temporels et les lobes frontaux. Alors écoute, si on parle de Pribram en France, on va dire, tiens, qui c'est? Est-ce que tu sais qu'il a publié plus de 700 livres? Ah non? Oui, et livres et publications scientifiques. Et il a reçu plus de 60 récompenses et distinctions internationales majeures. Oui. Et donc, si tu veux, les travaux de Pribram ont vraiment fait avancer l'exploration du cerveau vers l'esprit, et puis de la conscience, et puis tout doucement vers l'univers. Et donc, tu vas voir que il va y avoir un lien très particulier entre les structures holographiques de notre cerveau et des structures mêmes, osons le dire, de la conscience même de l'univers. Mais qu'est-ce que tu appelles les structures holographiques de notre cerveau? Exactement. Alors, Karl Pribram, on est à la fin des années 50, et il travaillait avec un neurochirurgien célèbre de l'époque qui s'appelait Karl Lashley. Et si tu veux, jusque dans les années 60, enfin les théoriciens de l'époque, les savants, ont pensé que
ta mémoire, ou notre mémoire, eh bien, se trouve dans un endroit spécifique du cerveau, qu'on appelle l'engramme. Et donc Lashley, il a disséqué des tas de pauvres animaux de laboratoire qu'il a esquintés graves, sans arriver à trouver le siège de la mémoire. Et donc je crois que j'en avais parlé un jour. Dans les années 1870, on a compris que l'oreille fonctionnait comme un analyseur de fréquences, c'est-à-dire que les ondes sonores se propagent dans l'atmosphère, donc vont heurter ton tympan, et ton tympan va vibrer. Tout ce qui oscille dans l'univers crée un signal électrique. Ce signal électrique, il est véhiculé par le nerf auditif vers le cerveau, qui fait son bricolage, et donc tu vas entendre une voix, tu vas entendre un chant, tu vas entendre les oiseaux, tu vas entendre la voix de Bob Belanca. La vibration se transforme en son, en fait, c'est ça. Exactement, mais ce qui sort de ta gorge, eh bien, c'est une vibration sonore, c'est pas ta voix. Ta voix, elle est rendue audible par les mécanismes auxquels se livre le cerveau. Incroyable. Maintenant, Pribram, au début des années 60, il avait démontré, on n'entre pas dans les détails, mais à l'université de Houston, il avait démontré que l'œil fonctionnait comme un analyseur de fréquences. C'est-à-dire que ce que tu vois, eh bien, c'est pas les images que tu vois, mais ce sont des gammes de fréquences. Et donc, ces gammes de fréquences sont, analysées par l'œil et retransmises en image. Analysées par l'œil, exactement, à travers des cellules qu'on appelle les cônes et les bâtonnets dans le fond de l'œil qui vont commencer à vibrer. Ça génère un signal électrique véhiculé par le nerf optique, et donc à ce moment-là, tu vas avoir une image qui apparaît. Ça veut dire que tout est fréquence, en fait, c'est ça? Absolument, absolument. Si tu veux, en fait, Pribram a eu une image intéressante. Il a dit, c'est un peu la réalité avec un grand R, la réalité des mystiques, des chamans, pourquoi pas, mais la réalité non visible, eh bien, c'est identique à une espèce d'immense œuf. Et notre œil ou nos yeux fonctionnent comme des focales d'appareils photo, et ils vont prendre un tout petit morceau de cet œil cosmique, et il y a une réalité qui va apparaître. C'est ça qu'il faut, quoi. Mais si tu veux... qu'en fait, on peut imaginer qu'effectivement tout est hologramme, en fait, que rien n'existe tel qu'on le voit. Enfin, tel qu'on le perçoit. Tel qu'on le perçoit, exactement. Ouais. Alors, bon, vous avez une émission qui est très écoutée, qui est sur l'hypnose. Mais si tu veux, je voudrais faire une précision aussi là-dessus. Tu sais qu'on parle d'état modifié de conscience, d'état non ordinaire de conscience, d'état sophronique, etc. Et donc à partir de là, les gens peuvent entrer dans une réalité un petit peu différente, avec des phénomènes qui s'apparentent à des phénomènes spirituels. La perception des corps d'énergie, un contact ovni, pourquoi pas. Mais regarde bien, écoute bien. Pribram a démontré au début des années 60 que ce que l'œil percevait, c'est-à-dire les signaux électriques étaient véhiculés par des ondes ultra lentes et distribués non pas en un endroit du cerveau, mais tout autour du cerveau, premièrement. Et deuxièmement, ces ondes ultra lentes étaient basées sur les transformés de Fourier. Fourier, c'est un mathématicien du 19e siècle qui a travaillé sur les équations de la chaleur. Mais quand Gabor, dans les années 40, a travaillé sur les transformés de Gabor, il a travaillé sur les transformés de Fourier du 19e siècle. Et donc je me suis dit, c'est drôle, parce que lorsque, par exemple, tu as une expérience de nature chamanique, lorsque tu commences à voir, on va dire, l'autre côté de la réalité, est-ce qu'on ne quitterait pas si tu veux, le fonctionnement classique des signaux électriques qui sont véhiculés tout autour du réseau neuronal, mais on passe vers les transformés de Gabor. Et à ce moment-là, tu commences à voir l'énergie qui sous-tend le monde visible. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un autre sens, en fait. Tu provoques un autre sens, parce que les sens que nous avons et que nous connaissons analysent donc ces fréquences, et quand tu es en état modifié de conscience, tu ouvres une autre perception, et donc un monde que tu ne vois pas
habituellement. C'est la raison pour laquelle on va parler de sixième sens, par exemple. Et là, tu vois, comme dans la chanson de Woolsey, le monde caché derrière. D'accord. C'est caché derrière. Et Pribram, il a fait... Donc, si tu veux... Pribram, on était arrivé là. Il s'est dit, mais peut-être que le siège de la mémoire ne se trouve pas dans un endroit du cerveau, mais est distribué tout autour du cerveau. Et à quelque temps de là, il a rencontré son fils, qui était un physicien, et qui lui dit, papa, tu devrais t'intéresser aux travaux de Bohm. Et donc David Bohm. David Bohm. Et si tu veux, Pribram, c'est quand même un type incroyable. Le gars, il était neurochirurgien. Eh bien, il s'est réinscrit en fac. Il a fait une année de modèles mathématiques. Enfin, si tu veux, il y a un certificat de maîtrise qui s'appelle, qu'on appelle en français MMP, modèle mathématique de la physique. Alors c'est un modèle, voilà, c'est un des certificats que j'ai dans ma licence de sciences. Mais si tu veux, Pribram, il a passé ce certificat pour comprendre mathématiquement comment tout ça fonctionnait, quoi. Hein. Et donc, il s'est intéressé aux travaux de Bohm. Alors Bohm, c'est pareil. C'est un physicien. Bohm, c'est un homme qui, c'est peut-être le physicien quantique qui a postulé que l'univers entier était un hologramme. Et il a soutenu que les manières actuelles de la science et de la société de fragmenter le monde, si tu veux, en partie, n'est pas seulement contre-productif, mais que on allait vers une extinction finale. C'est fort, hein, ce qu'il dit. Il dit, à force de considérer que ce que nous sommes, nous ne sommes pas une globalité en tant qu'être humain, mais un être fragmenté, et que l'univers est là-bas, la société est ici, les humains sont là, les animaux sont là, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision globale. Alors je vais continuer encore sur Bohm, parce que c'est un homme qui m'a, dans mon parcours et dans les théoriciens qui m'ont vraiment inspiré, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Bohm, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des derniers anciens assistants d'Einstein à l'université de Princeton, et Bohm décrivait un univers holographique. Il disait ce qui apparaît comme un monde tangible, stable, visible, c'est une illusion. Il est dynamique. Il est kaléidoscopique, mais il n'est pas réellement là. Parce que c'est là où c'est un peu perturbant, parce que si l'univers est holographique, si c'est un hologramme, on s'y déplace quand même. On a des oui, sons. On est là. Nous-mêmes, on se déplace, on avance avec notre galaxie, etc. Donc, ça paraît complètement fou et difficile à envisager pour nos cerveaux, en fait. Ouais, mais là, tu sais, il faut réunir 2 ou 3 grands chemins de réflexion. Il faut réunir la tradition védique qui dit que l'univers a été créé par la conscience. Il faut réunir des aspects de la théorie quantique qui dit que finalement la matière, c'est de l'énergie densifiée. Et puis il faut réunir l'effet holographique, c'est-à-dire que nous nous sommes densifiés dans quelque chose dans laquelle nous évoluons comme un poisson, il évolue dans l'eau, comme un oiseau évolue dans l'air, mais ce n'est pas réellement là. Ça me fait penser à Tron, tu te rappelles le film Tron? Tron, oui, ça remonte. C'est qu'en fait, les personnages de jeux vidéo se densifient et deviennent matériels, c'est-à-dire qu'en fait deviennent réels, quoi. C'est densifiés, alors qu'ils ne le sont pas au départ, quoi. C'est ça. Absolument, absolument. Ah bah, tu sais, Matrix a montré l'un de ces aspects, quoi. C'est la raison pour laquelle aussi il y avait. Et donc, si tu veux, ce que Bohm disait aussi, c'est que ce que nous voyons normalement, hein, ce que nous percevons, le plateau, toi, moi, nous, eh bien, fait partie des choses explicites, déployées, qui se déroulent comme un film dont nous serions les spectateurs. Mais il y a un ordre sous-jacent, implicite,
replié, qui est père et mère de cette réalité de seconde génération. Tu vois, alors ils ont fait un test qui est très très simple, qui est le test de la goutte d'encre et de la glycérine. Alors c'est quoi cette histoire? C'est pas un appareil électronique sophistiqué. Ils ont pris un plateau avec de la glycérine et qui tourne à une vitesse relativement lente, par exemple 10 ou 15 tours minute, 20 tours minute, peu importe. Tu vois. Ils mettent une goutte d'encre. Donc comme le plateau tourne, l'encre est absorbée par la glycérine et tu ne la vois plus, mais elle est toujours quelque part. Ils stoppent le plateau et ils rembobinent, ils font en marche arrière, en sens inverse, pardon. Hein. Et à un moment donné, la tache noire, la tache d'encre, elle va réapparaître. Non. Et donc, si tu veux, c'est à partir de cette expérience qui est vraiment ultra simple qu'il a parlé de l'ordre implicite. C'est-à-dire que tout simplement, ce que nous percevons n'est qu'une excroissance de réseaux qui structurent le tissu sous-jacent de l'univers. C'est incroyable. Mais tu vois, par exemple... là, on est par exemple... Là, si je prends ta métaphore, c'est-à-dire du disque qui tourne avec cette... C'est-à-dire que nous-mêmes, nous, aujourd'hui, on est dans un sens, mais si tout d'un coup, ça s'inverse... C'est-à-dire qu'on risque de disparaître, de repartir au point zéro. Tu vois, oui, absolument. Oui, le point zéro, ça c'est Jacqueline Bousquet qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Hein, c'est une grande dame. Hein. Si tu veux, pour sauter vers un autre sujet, je suis persuadé que des intelligences stellaires, hein, donc les fameux E.T., s'ils existent, et je crois que s'ils n'existaient pas, quel dommage. Hein, c'est comment il s'appelle, Hubert Reeves, hein, qui disait, on lui a posé la question, on lui a dit alors, vous pensez que les extraterrestres existent? Alors lui, il a dit... écoutez, je ne sais pas s'ils existent, mais s'ils n'existaient pas, quel gâchis d'espace, quoi. Oui, c'est ça, mais oui, c'est exactement ça. C'est ça. Mais si tu veux, je suis persuadé que ces intelligences, eh bien, elles ont compris les mécanismes qui sous-tendent l'univers visible. Hein. Et donc, si tu veux, l'ordre implicite, c'est vraiment du domaine des choses invisibles, cachées par rapport à l'univers extérieur. Et donc, les voyants, les médiums, les chamans, les mystiques, les méditants, hein, de toutes les traditions, ça peut être tibétain, machin. Et si tu veux, il commence à entrer dans cet ordre implicite de Bohm. Et donc, Bohm décrivait un univers qui est replié sur lui-même, et puis un autre univers qui lui est déployé. Et donc nous vivons dans le déploiement de cet univers en fait. Donc la théorie holographique, hein, parce qu'on revient là-dessus, eh bien elle postule que le cerveau construit une réalité concrète en interprétant des fréquences en provenance d'une dimension qui transcende le temps et l'espace. C'est dément. Alors, oui, c'est dément. On entre dans le détail encore. Pourquoi c'est parce que bon, c'est quand même, c'est vrai que c'est un peu démentiel, mais voilà. Bohm donc rencontre son fils physicien. Le fils lui dit, papa, tu devrais t'intéresser aux travaux de David Bohm. L'autre, il se fait un certificat de modèle mathématique de la physique. Il s'intéresse aux travaux de Bohm. Il rentre dedans Bohm. Là encore, hein, c'est des aventures. Bohm a été bon, tu sais qu'il y a une époque qui a été douloureuse aux États-Unis, qui est le macartisme. Hein, dans les années 50, chasse aux sorcières. Absolument. Il y a eu une hystérie, si tu veux, gravissime. Il n'allait mieux pas penser autrement, quoi. Des dizaines de milliers d'intellectuels, de profs, d'artistes, de philosophes, tout ça. Tout ce qui était à gauche. Hein. Bah, c'est-à-dire que même si une fois, il y a 20 ans, tu étais allé à une réunion du parti parce que tu as dit tiens, je veux voir ce qu'il raconte, quoi. Hein. Eh bien, tu étais fiché, quoi. Et donc les portes des institutions, des universités, enfin si tu veux, tout ce qui pouvait
toucher le gouvernement américain, les portes étaient fermées. Et on a demandé à Baum de témoigner contre son directeur de thèse qui était soupçonné de sympathie communiste. Et comme par fidélité pour son directeur de thèse, eh bien, il a refusé et les portes des grandes universités américaines se sont fermées. Et il est parti communiste, quoi, ça y est, il est parti en Angleterre, donc il est parti à Cambridge, où il est devenu professeur éméritus. Et Baum, et Baum est devenu professeur éméritus. Je crois qu'il est décédé maintenant en 86-87. Mais là encore, tu vois, Baum a été l'ami intime de Krishnamurti. Krishnamurti, c'est un sage de la tradition védique considérable. Bien sûr, que je connais, donc tu comprends bien que être l'ami intime d'un homme qui a une pensée telle, nécessairement, ta vision scientifique va être influencée. Et donc, Baum connaissait des aspects fondamentaux de la tradition védique pour laquelle l'univers, à l'origine, a été créé par la conscience. Et donc, Baum a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, Pribram, il en était là dans ses histoires. Et au début des années 70, il fait une conférence dans un colloque dans je ne sais plus quelle université dans le Wyoming. Et alors, il développe son histoire de cerveau holographique, la mémoire est distribuée tout autour, etc. Il explique l'histoire de l'hologramme. Tu sais, il y a une particularité dans l'hologramme, c'est quand même incroyable. Je l'ai déjà expliqué. Tu prends une main holographique, donc tu as une main en plâtre. Donc, le laser va créer cette image fantomatique. Maintenant, tu arrives près de cette main, tu prends une loupe et tu vas grossir l'ongle de la main. C'est pas un ongle grossi 10 ou 20 fois, c'est la main entière qui apparaît. C'est-à-dire que dans chaque unité d'information de l'hologramme se trouve l'hologramme entier, quoi. Et l'un des aspects de la réalité virtuelle, qui est l'arrière-petite-fille de l'hologramme des années 60, eh bien, avait compris ça, quoi. Là que tu rentres vraiment dans les composantes des composantes de quelque chose. Et donc, Baum, alors, Pribram, donc le cerveau holographique, les travaux de Baum, et donc dans ce congrès au début des années 70, il est entraîné par son enthousiasme et il dit mais peut-être que l'univers n'est qu'un hologramme interprété par un univers holographique. Et donc si tu commences... C'est une poupée russe là en fait, c'est ça c'est exactement ça. Hein. Et donc, si tu commences à modifier les mathématiques auxquelles se livre ton cerveau, et si tu entres dans des transformés de Gabor qui sont véhiculés sous forme d'ondes ultra-lentes à travers tout ton réseau neuronal, tu commences à voir l'univers des mystiques, tu commences à voir l'univers des voyants, tu commences à voir le tissu sous-jacent de l'univers. Tu vois, voilà. Alors, il fallait encore. On n'oublie pas hein, le code cosmique, hein, mais c'est un détour. Et je voulais quand même parler aussi, si tu veux, du cerveau holographique au code holographique cardiaque. Alors bon, tu sais que le cœur émet une activité électrique. Sûr, hein, cette activité électrique est mesurable, mais on a aussi trouvé ce fameux signal qu'on appelle le taux de variabilité cardiaque. Et donc, le cœur, à travers son activité électrique, va générer un champ électromagnétique qu'on va appeler un champ cardio-électromagnétique. D'accord ? Oui. Hein ? Donc, ton petit cœur va générer un champ cardio-électromagnétique qui va être mesurable jusqu'à à peu près 2,50 m. C'est fou. C'est-à-dire que... Donc il envoie des ondes de toute façon. Bah écoute, bon, si tu veux, on est dans le domaine de la radio et de la télé. Tu sais, quand dans le monde des télécoms, on parle d'ondes porteuses. Bien sûr, hein, alors c'est quoi une onde porteuse? C'est une clé d'information. C'est ce qui va véhiculer la musique ou la parole, etc. C'est exactement ça. Eh bien, ton cœur, notre cœur, vos cœurs, eh bien, génèrent une onde porteuse. Mais ce qui est énorme, c'est parce que, imagine, je ressens quelque chose. Je ressens quelque chose avec mon cœur. Cette information va être portée par cette onde cardiaque, finalement, jusqu'à la personne qui est face à moi.
C'est vrai. C'est fabuleux. Mais si tu veux, sans qu'on s'en rende compte, il va y avoir un système de décodage. Parce que, par extension, alors là, bon, c'est un peu, on avance un petit peu, mais la lecture et le décodage du champ informationnel de l'être humain, parce que finalement, tout ça, c'est uniquement une gamme de fréquences. Et donc on le sait, quand tu travailles sur les corps d'énergie qui sont des réseaux mémoriels, et on parle de thérapie informationnelle, le corps physique lui-même n'est qu'un corps de lumière froide. Et donc on va parler de champ informationnel du corps humain qui est d'une gamme de fréquences, et des mémoires de l'univers dans sa globalité, c'est-à-dire le code cosmique originel. Alors, peut-être que la lecture et le décodage du code cosmique originel, eh bien, c'est peut-être une extension du postulat cerveau univers holographique. Donc, on va voir comment faire. Et c'est vrai que le code cardiaque, c'est un cadeau que l'intelligence du cœur nous offre, et une intelligence que non seulement dont le cerveau est seulement en train de prendre conscience. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, finalement. Alors écoute, parce qu'il y a de l'intelligence du cœur. Alors Bob, si tu veux, c'est vraiment intéressant, parce que bon, c'est quoi un système analogique et c'est quoi un système digital? Un système analogique, si tu veux, c'est un système qui va analyser quelque chose en analysant les différentes parties. Mais un système digital, c'est comme si tu étais au-dessus de ce que tu vois et que tu vois tout dans la globalité. C'est-à-dire que pour comprendre en analogique, tu vas comprendre ce morceau, et ça va marcher comme ça. Ah bon, c'est comme ça. Mais un système digital, si tu veux, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et donc, par analogie au système analogique et digital, on pourrait dire que le cerveau fonctionne par partie, par fragmentation, alors que le cœur fonctionne par système digital. Ça, ouais. Alors si tu veux, bon, j'ai été pendant plusieurs années intervenant à HEC dans un programme de coaching. J'ai aussi fait des interventions dans le monde du coaching dans différentes entreprises. Bon, je me rappelle de Philippe Tramont qui est intervenu ici, voilà. Philippe a fait une formation dans une entreprise de coaching que je connais, où je suis intervenu et où on a travaillé sur le code cardiaque. Et donc, tu comprends, on essaie, parce que c'est pas évident, tu penses avec ton cerveau, tu réfléchis avec ton cerveau, et on va dire maintenant, le cerveau c'est bien, mais le cœur fonctionne d'une manière beaucoup plus rapide. Il va analyser un spectre de valeurs beaucoup plus large. Donc, il faut arriver à penser à travers l'intelligence neurocardiovasculaire. Maintenant, tu vas avoir des tas de gens qui vont dire « Mais bien sûr, il faut penser avec le cœur. » Oui, parce que ça fait partie des expressions qu'on connaît depuis toujours. Pense avec le cœur. Ouais, pense avec le cœur, pense avec la tête, avec le cœur, etc. Ça, ouais. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu analyses, tu permets au cerveau, au réseau neuronal cardiaque, d'interpréter une problématique quelconque. Donc si un théoricien est confronté à une problématique, un créateur, je vais te dire par exemple, Bob, vraiment pour faire exploser l'antenne, il faut que tu puisses savoir quelle va être la tendance dans 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que les gens voudront entendre? Donc, si tu veux, on peut se projeter dans le futur. Tu peux faire une macération neuronale là-dedans en disant, bon, tu peux demander, par exemple, à des médiums, tu peux dire à Anne Tufigo, Anne, dis-moi un petit peu, là, qu'est-ce que tu vois vers 2021-22, de manière à ce qu'on puisse, nous... Parce que si tu fais de la prévision à ce niveau-là, et si tu proposes des émissions, si tu veux...
qui vont être la tendance dans 2, 3 ou 4 ans, les gens vont dire c'est ça que je veux entendre, tu vois. Et donc dans le monde de l'entreprise, eh bien c'est pareil. Par exemple, tu vas demander à un designer, quelles sont les tendances dans 2 ans, 3 ans. Oui, par exemple, quelles vont être parce que tu sais il y a un sacré boulot derrière. Bien sûr, comme pour les voitures, quand on dessine, la voiture qu'on dessine aujourd'hui, celle qui va. C'est d'ailleurs les bureaux d'études quand on va au salon de l'automobile, les tendances de des voitures qu'on voit aujourd'hui, il y a 15 ans, on se dit mais ça arrivera, c'est pas possible, ça arrivera jamais. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est ça. Et donc, si tu veux, par exemple, il y a aussi, je crois qu'il y a eu une émission, alors je me rappelle plus maintenant si c'était Vuitton. Mais je crois que c'était eux. Alors, il y a des créateurs, ils sont dans une pièce, il n'y a pas grand-chose, et puis ils sont là, tu sais, ils cogitent, ils réfléchissent. Tu sais, il y en a qui marchent dans la pièce, et tout à coup, tac, 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 ils commencent à modéliser, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont entrés dans quelque chose... Ils captent une information. Oui. Mais ils sont entrés dans quelque chose que les sportifs de haut niveau et le sport olympique connaît, c'est la zone. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle l'état de grâce aussi, voilà. Exactement. Mais si tu veux, les grands coachs ou les grandes équipes ne savent pas comment déclencher la zone. Non, c'est ça. Parce que ça vient ou ça vient pas. D'ailleurs, un sportif, quand il te dit qu'il est dans la zone ou qu'il a vécu cette zone ou qu'il a été dans un état de grâce, il ne sait pas pourquoi. Ah, écoute, il faudrait, à un moment donné, il faudrait un jour faire une émission sur la zone parce que c'est quelque chose. On a analysé, on l'a travaillé et sincèrement et en toute humilité, je crois qu'on a trouvé les secrets de la zone. Parce que moi, il m'est arrivé, moi je suis un ancien sportif de haut niveau, il m'est arrivé pendant des matchs de ne plus rien sentir. Et, oui, alors il y a, si tu veux, d'être dans un état modifié, mais à tous les niveaux. Oui. Physiquement, intellectuellement, où plus rien ne peut vous arriver. Des cyclistes le disent quand ils sont en train de monter un col, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, ils sont au-dessus. Par exemple, tu n'es plus dans l'énergie de la gagne, comme ils disent, t'as déjà gagné. Oui, mais parce que plus rien ne peut t'arriver, tu sais que t'es le meilleur, t'es au-dessus. C'est comme ça que les gens gagnent. Hein, exactement. Et en fait, si tu veux, bon, à mon sens, hein, on l'a quand même vu, l'un des secrets de la zone, eh bien, c'est la cohérence neurocardiovasculaire et plus exactement les techniques de cardiodynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cœur prend le relais, c'est le plus gros oscillateur quantique du corps et il va embarquer tous les autres systèmes. Écoute, je raconte une anecdote. Bon, après, il faut avancer, hein, parce que j'ai plein de questions à te poser. Hein. C'est vrai. Ouais, oui. Est-ce que l'univers est vivant, etc. Il faut qu'on sache. Ah oui, c'est vrai. Alors, mais justement, c'est pour ça qu'il fallait passer à travers le cœur. Donc, si tu veux, j'ai un ami qui fait partie d'une institution importante en France et donc qui m'a dit écoute moi j'ai un copain c'est le patron de la sécurité des Bleus, ça t'intéresserait de rencontrer les Bleus avec des techniques de cohérence cardiaque? Et curieusement ça s'est pas fait et à peu près à cette époque-là on remonte à 5 ou 6 ans. J'ai bien connu le président des Jeux Olympiques 2016, qui s'appelle Carlos. Et Carlos était de passage à Paris et je l'ai rencontré et je l'ai fait travailler sur les techniques avancées de la cohérence cardiaque et je lui ai fait sentir l'état de zone. Et donc j'ai rencontré lors d'un passage à Rio ces 8 managers qui contrôlaient toute l'équipe olympique. Ils étaient 2000 personnes à la fin. Et donc je les ai fait travailler en cohérence cardiaque. Et quand il a fait son discours d'ouverture des Jeux Olympiques au stade du Maracanã, il était dans la zone. Il était dans la zone premièrement, mais deuxièmement, il a mis un cœur gigantesque en lumière. Et j'ai les photos, hein. Et donc, il a dit, we all of us who are one heart. Et j'ai dit, toi, t'as compris, quoi, hein, tu vois. Alors, on en revient à cette question que j'ai envie de te poser. Est-ce que l'univers est vivant? Parce que, si c'est holographique, si tout est, finalement, tout est vibration, est-ce qu'il est vivant, quoi? Donc voilà, est-ce que c'est un être, l'univers? Alors tu sais, d'abord, c'est quoi la vie finalement, hein? La vie, hein, au niveau de l'univers, c'est une force géologique
colossal qui s'est emparé de la planète Terre quand elle fumait encore. On est au début, c'est une espèce de motte molle qui est encore brûlante. Et donc cette force géologique, elle l'a modelée à sa guise, presque comme un animal fait son nid. Mais non seulement les Mayas, mais tout au long du XXe siècle, les chercheurs russes, parce que maintenant on va parler des Russes, eh bien, ils ont étendu leur vision à tout l'univers. Le cosmos tout entier, le vide sidéral, pour eux, même le vide sidéral serait vivant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a dans mon parcours, je l'ai dit, il y a des gens qui m'ont réellement inspiré, et dont le professeur Khaznadcheyev. Khaznadcheyev, c'était le directeur de l'Institut international de cosmo-anthropo-écologie. Alors je répète, cosmo-anthropo-écologie, voilà, de Novosibirsk, qui est en Sibérie et qui se situe dans la perspective d'une nouvelle science du vivant qui considère l'être humain dans toutes ses dimensions, notamment sensitive et aussi extrasensitive, dans sa globalité, et dans son interaction entre le proche et le lointain. Alors il a replacé donc Khaznadcheyev ses recherches sur ce qu'ils appellent, enfin un courant de pensée qu'ils appellent le cosmisme russe. Et donc cette tradition, elle est liée à la culture russe, elle est liée à l'âme russe, dans la philosophie, dans la littérature, hein, que ce soit Dostoïevski, que ce soit la musique comme Tchaïkovski. Ouais. Mais si tu veux, le cosmisme russe, hein, j'arrive tout doucement au code originel, hein, mais le cosmisme russe, si tu veux, il y a que eux qui ont été si loin. Il s'agit vraiment d'une vision globale de l'humanité et de l'univers. Et il souligne que l'évolution des sociétés planétaires n'est qu'une composante de l'évolution cosmique de l'univers et du cosmos. Alors donc, ils ont essayé de démontrer que l'apparition de l'humanité sur la planète Terre, eh bien, fait partie d'une évolution universelle beaucoup plus profonde, parce qu'il fallait... programme, finalement. C'est un programme. Il fallait étudier les interactions entre l'homme, la Terre et le cosmos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un projet qui s'appelle le projet Jupiter. Le projet Jupiter, il avait pour but de découvrir les réactions de la matière vivante de notre planète lors d'un événement cosmique. Alors il y a peut-être des gens qui s'en rappellent, mais il y a eu la collision d'une comète de taille importante avec la planète Jupiter du 16 au 22 juillet 1994. Et donc ils ont utilisé des études statistiques, par exemple, les demandes d'admission en urgence dans les hôpitaux, des observations de réactions de culture cellulaire dans les labos, des tests sur des animaux de laboratoire, par exemple le cheminement de souris dans un labyrinthe. Mais ils ont aussi fait des études sur les variations de champs magnétiques et électriques de la Terre en certains endroits préalablement identifiés. Par exemple, des montagnes de l'Altaï, des estimations par radiesthésie sur les modifications de réseaux géologiques. Et ça veut dire quoi, que durant ces quelques jours, du 16 au 22, ça a eu une interaction avec nous, avec tout complètement, D'accord. Complètement. Là, je dis, dans les hôpitaux, les souris, les radiesthésistes ont constaté des modifications. Alors ils ont aussi constaté ils ont fait des observations sur l'énergie humaine à travers des points d'acupuncture, la photo Kirlian, des types d'expériences avec des personnes sensitives, des guérisseurs, des magnétiseurs, notamment par exemple aussi ils ont fait des tests de télépathie, de communication à distance, de vision à distance. Et donc les chercheurs donc de l'Institut cosmo-anthropo-écologique à Novosibirsk ont constaté des modifications fondamentales dans la plupart des cas. Et ça voudrait donc prouver que des événements cosmiques tels que celui qui s'est déroulé sur Jupiter en juillet 1994 ont des répercussions sur non seulement
la planète, mais notre quotidien, le vivant qui existe sur la Terre. Et donc, bon voilà, on entre plus dans les détails, mais il y a d'autres études ont été faites en période d'éclipse, en période de forte activité solaire. Et donc, une fois encore, il y a des modifications très particulières. Donc, la vision d'un vide sidéral où se meuvent les planètes, les astéroïdes sans vie, en fait, c'est un cosmos riche d'une matière vivante, partout présente et en constante interaction. C'est-à-dire que peut-être l'une des choses, et pour entrer dans un aspect plus philosophique, peut-être ce qui nous rend malades, c'est que nous sommes, nous, êtres humains, coupés des forces vives de la création. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. On a voulu tellement rationaliser les choses qu'on s'est coupé de tout cela, quoi, finalement. Ouais. Et voilà. Et si tu veux, oui, mais on a voulu aussi, si tu veux, voir les choses d'une manière tellement matérielle que, et ça, c'est. Je trouve qu'il y a une forme. Enfin, parce bon, que le terme est un peu excessif. Pas se dire qu'il est à la merci et soumis à quelque chose qu'il maîtrise pas. C'est-à-dire que accepter. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que les astrologues te disent bien que les planètes, elles ont une influence sur nous, que les mouvements de planètes. Donc on en revient à ça. C'est-à-dire que si là, les éruptions solaires, si le fait que du 16 au 22 juillet 94, il y a eu la comète qui a explosé sur Jupiter et qui a eu une influence sur nous, on peut imaginer que tout ce qui est astrologie est une réalité. C'est-à-dire que le mouvement des planètes a une influence sur les gens sur la planète Terre, sur le vivant de la planète Terre. Absolument, bien sûr. Absolument. Donc, par exemple, tu sais que, bon, il y a certains coiffeurs, par exemple, qui conseillent de te faire couper les cheveux à la pleine lune, ou si tu veux, ou par exemple, tu vas faire des projets lors d'une lune montante, et pas lors d'une lune descendante. Alors bon, si tu veux, faut pas entrer dans les excès non plus, parce qu'à ce moment-là, tu vis pas. Mais c'est quand même intéressant. Il y a même une grande marque de chaussures qui glace les chaussures de ses clients en Afrique, dans un mois particulier, les soirs de pleine lune. Pour te dire, c'est une marque qui vous très très chère, mais ils prennent les chaussures des clients qu'ils envoient en Afrique du Sud, où il y a un point particulier avec la pleine lune et ils glacent les chaussures. C'est pas vrai. Non mais tu vois, c'est quand même un peu là ça dépasse l'entendement, mais c'est quand même absolument. Ouais, mais si tu veux, c'est une vision. Je dirais que c'est une vision écologique universelle. C'est-à-dire que tu vas prendre en compte, une fois encore, les forces créatrices de l'univers. Alors, est-ce qu'on va vers un cosmomimétisme de la conscience, parce que c'est une vraie question. Est-ce que finalement on va pas essayer notre conscience va pas essayer de se la jouer code cosmique, tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu veux, bon, le terme de cosmo, tu sais que mimétisme, ça veut tout simplement dire reproduire, recopier, mimer quelque chose. Donc, bon, le terme, c'est un peu un néologisme, mais le terme de cosmomimétisme, est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la perfection du code cosmique originel en inventant, en créant une nouvelle connexion avec l'univers, avec sa forme, son élégance, et puis sa dynamique évolutive. Et donc, alors, est-ce qu'il y a un code cosmique originel? Alors, tu sais que j'avais rencontré après un congrès sur les hauteurs de Nice, on est en 1987, Jean Audouze. Jean Audouze était à l'époque le conseiller scientifique du président Mitterrand. Mais Jean Audouze, bon, bien sûr, c'est des spécialistes qui sont connus dans leur... mais c'était l'un des 10 spécialistes mondiaux des 10 premières secondes de l'univers. C'est-à-dire que, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 premières secondes? Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le domaine de la cosmologie primordiale. Mais si tu veux, on peut se poser la question par quel miracle les milliards de protons sont rigoureusement identiques au moindre fragment de détail près. Quel est le secret de leur fabrication au moment du Big Bang? Et si tu veux, il y a aussi une autre question, il y en aurait plein à se poser, mais cette particule, elle est exactement 1835 fois plus lourde
que son satellite, l'électron, l'électron il gravite, d'ailleurs il gravite pas, il orbite, parce que un électron a une orbitale, c'est pas comme un boulet de canon. Pourquoi 1835 fois le plus lourd que l'électron, alors que les cosmologistes ont calculé que si ça avait été 1836 ou 1834, ça changeait tout. Ça changeait pas, tout l'univers pouvait pas exister. Ah, carrément. Il n'y avait pas de Big Bang, tu vois. Alors donc c'est une formule mathématique absolue. Mais par quel mystérieux codage, tu vois. Ça. Comment expliquer que la durée de vie, par exemple, de notre fameux proton est de 1040 ans, alors que celle du neutron, qui est une particule proche puisqu'elle est dans le noyau et qui est son compagnon le plus proche, c'est à peine un quart d'heure. Il y en a un. C'est 1040 ans, l'autre c'est un quart d'heure. Pourquoi ? Et donc, si tu veux, par quel phénomène est-ce qu'on a pu ajuster l'une et l'autre ces deux horloges qui sont complètement différentes ? Eh bien, tout simplement parce que l'univers ne pourrait se réduire qu'à de l'information pure. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un bloc informationnel qu'on appelle donc le code cosmique originel. C'est ce que me disaient les Bogdanov. Ils me disaient, avant le Big Bang, il y a une information, il y a un code, il y a une formule. Voilà. Alors, si tu veux, en fait... Maintenant, qui a écrit cette formule ? Et qui l'a pensée ? Ça, c'est encore autre chose. My God, mais qui C'est ça le problème, parce que finalement, quand tu commences à te poser cette question-là, ça te met mal à la tête. Tu te dis, ok, il y a une formule originelle, donc un code cosmique originel, mais qui est derrière, quoi? Alors, si tu veux, tous les, enfin, on va dire les grands chercheurs, les grands théoriciens, ceux qui sont arrivés au bout de leur vision scientifique, sont entrés dans le mystique. Écoute, mais t'es obligé, parce que ça te tu es obligé de penser à ça, enfin, Patrick, tu peux pas te dire. Écoute, t'arrives au maximum de ce que tu pouvais comprendre et analyser. Après, il y a quelque chose qui dépasse tout cela. Écoute, Pribram, c'est vraiment un grand scientifique. Il a été, écoute, je crois qu'il avait 97 ans quand il est mort, quoi, hein. Eh bien, écoute, tu parlais avec lui de corps d'énergie. Il te disait, mais c'est passionnant, mais c'est évident. Ce sont des informations qui existent dans l'univers et qui gravitent autour de nous. Tu prends quelqu'un de conventionnel, il va dire, mais arrêtez votre truc, quoi. Oui. Alors, si tu veux, celui qui l'avait compris au départ, c'est un physicien américain qui n'était pas n'importe qui non plus, puisque c'était le président de l'Académie des sciences. Oui, quand même. Et il était professeur à la Rockefeller University à New York, voilà. Hein, il s'appelait Heinz Pagels. Et Heinz Pagels, si tu veux, il avait compris qu'il y avait une signification dans des codes universels. Et donc, il avait démontré l'existence de pulsations codées qui émanent du cosmos et qui donnent une fréquence et une forme à l'univers. Tu vois ? Donc, c'est ce qui compose le code originel, ça ? C'est ce qui compose... C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce code originel qui va donner une fréquence et une forme à notre univers. Hein. Et donc, si tu veux, on pourrait parler maintenant de code cosmique et puis de code source. Hein, parce que le code source, c'est pareil, ce sont les travaux de Pagels. Alors, bien sûr, hein, il y a eu un âge où notre univers n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Eh bien, donc, Pagels... Et on va commencer à prendre des cachets aspirine, prévoyez la boîte, hein, mesdames, messieurs, parce que si on vous dit, voilà, il y a eu un avant l'univers, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Oui. Il y avait peut-être une sorte de code cosmique, c'est-à-dire une information originelle qui était déjà là avant le Big Bang et qui va coder avec une précision incroyable, hein, on en a parlé des protons et des électrons tout à l'heure, sans laisser la moindre place au hasard, l'immense explosion originelle et tout ce qui devait en résulter. Donc, si tu veux, la question que je me suis posée, et là on entre, si tu veux, dans un domaine qui est plus mystique, hein, plus spirituel, c'est est-ce qu'on peut trouver des traces de ce code cosmique originel ? Et de ce code source, d'où il vient.
Et donc c'est là où j'ai essayé de faire un lien entre le code cardiaque et le code source. C'est-à-dire, certains scientifiques ont essayé de rechercher au cœur du rayonnement fossile, ce qui reste, cette lumière primordiale qui a émergé il y a environ 13 milliards d'années. Et donc, oui, parce que tu sais que 98% de la matière connue, les noyaux d'atomes et d'hydrogène, vont émerger à peu près en 3 minutes juste après le Big Bang. Et ensuite, si tu veux, par quel mystère est-ce que tout ça s'est bien réglé? Et donc, je me suis dit, mais s'il y a une perfection du code cosmique, puisque l'univers est là, bon, si vous, dans notre quotidien, la vie n'étant pas qu'un long fleuve tranquille, mais il y a une perfection dans l'univers, à cause d'un code source originel, est-ce que nous, on peut se caler sur la perfection de ce code originel? C'est la question. Alors, en méditation, en voyage astral, je connecte mon troisième œil, peut-être, mais avec le code source qui émane de notre cœur. D'accord. C'est-à-dire que tu peux te brancher sur l'information originelle de l'univers et tu vas dire: je respire à travers mon cœur l'énergie émise par le code cosmique originel. Je respire en fait symboliquement la perfection de l'univers. Écoute, si tu fais ça, et si tu utilises ce support qui est un support de méditation finalement, eh bien, avant la création du monde physique, on peut utiliser le code cardiaque pour pénétrer dans ces fameuses lois qui codent ce scénario cosmologique sur ce cloud cosmologique qui se situe au-delà de notre espace-temps. Tu te branches dessus et tu vas chercher à intégrer l'information du code source originel ainsi que sa perfection pour restructurer des éléments entiers de notre paysage émotionnel, de notre structure manifestée. Ça, je le crois profondément. Et ça nous permettrait de comprendre. Alors non seulement de comprendre, mais d'arriver à un palier, un état particulier qui s'appelle être. Allez, être. D'accord. Être. Bon, le code cosmique originel, on vous en parlait, c'est absolument incroyable, effectivement. Moi, je retiens plein de choses, cette force du cœur, bien évidemment, c'est que tout n'est que vibration et que nos sens, finalement, analysent ces fréquences et nous restituent quelque chose que l'on voit, que l'on entend. Oui. C'est absolument incroyable, que avec le cœur, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Tu sais, on peut dire à quoi ça sert de penser à tout ça, à quoi ça sert de penser à ces logiques. Tu sais, je crois que tout ça, ça nous donne une colonne vertébrale. Du sens. Ça donne du sens. Voilà, écoute, d'une manière. C'est te dire quand même pourquoi je suis là, quoi. Savoir pourquoi on est là. On n'est pas que des mammifères qui engendront et qui mourront, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a autre chose, peut-être. On pourrait aussi. Non, mais peut-être qu'on n'est que ça, parce que moi, je mets toujours un point d'interrogation, tu vois, sur tout cela. Mais si on n'est que ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'on est beaucoup plus spirituel dans sa globalité, tu vois. Quand je parle de spiritualité, c'est d'univers, d'universalité, etc., quoi. Tu sais, le mot spirituel provient du terme latin spiritu, qui veut dire esprit. Mais esprit, ça veut dire le vivant. Et donc, je l'ai souvent dit, l'univers est un esprit. Le vivant se cache sous des formes que nous ne pouvons nous-mêmes pas imaginer, quoi. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un corps éthérique, par exemple, est vivant? Est-ce que ça a une intelligence ou c'est simplement un espèce de champ qui pourrait éventuellement exister? Moi, je crois qu'il a une intelligence. Bon, tu vois. Vous vous rendez compte qu'il y a plein d'émissions encore à faire avec Patrick Drouot. Merci Patrick d'avoir été avec nous pour ce code cosmique originel. Je vous invite à revoir ou à réécouter pour bien saisir toutes les nuances de toutes ces informations qui vous ont été données par Patrick Drouot. Mille merci d'avoir été avec nous. Patrick sera avec nous, je le rappelle, 31 mai, 1er et 2 juin, aux rencontres du mystère et de nous expliquer. Détails et réservations sur btlv.fr. Réservez le plus vite possible.